Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Parlons d'inclusion. Je suis Marie-Hélène Desmarais, professeure à l'Université de Saint-Boniface à Winnipeg, au Manitoba. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Angela Aucoin, professeure à la retraite de l'Université de Moncton. Normalement, Nadia Rousseau est avec nous. Malheureusement, en raison d'ennuis techniques, elle a une panne d'électricité en ce moment à la maison. Donc, à la dernière minute, elle n'a pas pu se joindre à nous. Mais elle sera là pour nos prochains épisodes de Parlons d'inclusion. Notre invitée aujourd'hui, c'est la professeure Corina Bory-Anadon, une professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et c'est vraiment un plaisir et une chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Avec elle, on va s'entretenir de diversité et d'inclusion. Corina, est-ce que tu pourrais, pour le bénéfice de nos auditeurs, te présenter brièvement? Oui, alors bonjour, bien contente d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Alors, comme Marie-Hélène l'a dit, je m'appelle Corina Bory-Anadon, je suis professeure au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je travaille sur l'articulation entre la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique et son traitement dans l'école, notamment dans ce qu'on appelle au Québec l'adaptation scolaire et plus largement l'éducation spécialisée. Donc, différents regards sur la diversité à travers des marqueurs différents qui s'articulent souvent dans les pratiques éducatives. J'ajouterais aussi que en fait, cet intérêt-là vient du fait que je suis orthophoniste de formation, donc j'ai été de près, dans le fond, confrontée à quelles sont les meilleures pratiques, quels sont les meilleurs soutiens à mettre en œuvre auprès d'élèves dans des milieux pluriethniques et plurilingues. En fait, aussi, j'ajouterais que moi-même, en fait, je suis immigrante et donc j'ai moi-même navigué entre différentes langues, différentes cultures, différentes appartenances identitaires, ce qui fait que ça amène un regard particulier là, sur les enjeux que je documente comme chercheur. J'interviens aussi en formation, donc j'essaie que mes recherches, dans le fond, contribuent à la formation du personnel scolaire, les enseignants, les orthopédagogues notamment. Moi, je vais commencer avec la première question. Je trouve ça intéressant, Corina, que tu parles de groupe culturel, ethnicité lorsqu'on parle d'inclusion scolaire. Parce que lorsqu'on parle d'inclusion, souvent, le terme diversité, ou on a une certaine idée des élèves qui vont être dans notre salle de classe quand on parle d'inclusion. Mais toi, tu nous apportes complètement ailleurs. Puis moi, j'aimerais savoir quelle est ta définition de la diversité dans le projet, dans une perspective inclusive. Oui. Alors, c'est vrai que l'inclusion scolaire, mais plus largement, je dirais l'éducation inclusive, traditionnellement s'est intéressée aux élèves, disons, en situation de handicap, aux élèves qui présentaient des troubles ou des difficultés d'apprentissage, en gommant en quelque sorte que ces élèves-là pouvaient aussi être marqués par d'autres marqueurs, hein, dans le fond, de la diversité, notamment la question du genre, la question des appartenances ethniques, les langues, les religions, aussi les rapports sociaux de race. Donc, parler de diversité, pour moi, dans une perspective inclusive, c'est vraiment essayer de prendre en compte l'ensemble des marqueurs sociaux qui définissent les personnes. Donc, pas seulement ce qui traditionnellement a été, dans le fond, l'objet de préoccupation pour l'école, donc ces élèves-là en situation de handicap ou présentant des défis particuliers sur le plan spécifiquement de l'apprentissage. Donc, quand on parle de diversité dans une perspective inclusive, pour moi, c'est important de prendre en compte cette diversité dans son aspect social qui dépasse en fait des caractéristiques qui sont portées par les individus. J'imagine qu'on va y revenir tout à l'heure à ça parce que c'est un des éléments qui, pour moi, est fondamentaux là,
dans la perspective inclusive. Donc, le fait d'inscrire cette diversité-là dans un contexte social donné et pas seulement le faire appartenir à des individus. J'aime beaucoup ce que tu dis. Puis justement, lorsque je me préparais aux différentes questions que je voulais poser, je me disais, Corinna, on le connaît souvent pour tout son travail sur la diversité. De plus en plus, que ce soit au niveau de politique ou le jargon qu'utilisent certains gouvernements, on parle de diversité plutôt que d'inclusion. Moi, je vais dire ça, c'est moi, là, mais ça m'agace un petit peu parce que je trouve que diversité, je peux dire que j'accepte la diversité, puis je peux demeurer passive face à cette diversité-là. Lorsqu'on parle d'inclusion, par contre, c'est un verbe inclure, donc ça me demande d'agir un petit peu, tu vois? Moi, je préfère marier les deux concepts ensemble et ne pas seulement parler de diversité. Donc, j'aime beaucoup qu'est-ce que c'est que tu viens de dire parce qu'on s'accorde pour dire la même chose. Mais là, j'aimerais te savoir pour les enseignants et les enseignantes qui nous écoutent, comment est-ce que ça se pratique, ça, en salle de classe? Comment est-ce qu'on fait pour accueillir cette diversité-là si je veux être inclusive comme enseignant et enseignante? Où est-ce que je commence? Qu'est-ce que je dois faire? Bien, en fait, ce qui me semble intéressant dans ce que tu amènes, Angela, c'est le fait que pour moi, la diversité, c'est une construction. Hein? Donc, moi, je vais souvent parler d'une perspective constructiviste. Donc, c'est le regard qu'on porte sur cet autre, avec un grand A, là, qui fait en sorte qu'il devient un autre. Ce n'est pas tellement ce qu'il porte comme caractéristique. Hein? À travers l'histoire, à travers les pays, on se rend compte de ce qui est l'autre est changeant. Donc, c'est vraiment dans un contexte donné. Et de prendre une perspective donc constructiviste où la différence, dans le fond, elle est construite dans nos rapports sociaux, dans nos interactions, ça fait en sorte que de réfléchir à notre façon de voir l'autre, c'est déjà une partie de l'action. Donc, pour moi, on n'a pas tellement cette distinction entre être passif ou être actif parce que quand on a l'air passif, mais si on prend conscience du regard qu'on a sur l'autre, on est déjà en train d'établir, dans le fond, des bases pour une action qui pourrait être plus inclusive, on pourrait dire, ou plus reconnaissante de cette diversité. Je voulais aussi ajouter que, dans le fond, pour des enseignantes et enseignantes qui nous écoutent et autres acteurs des communautés éducatives, pour moi, réfléchir à ces questions-là, c'est déjà une base, hein, une prémisse pour justement prendre en compte cette diversité. Et je préfère dire prendre en compte la diversité, justement dans cette perspective-là. Ce n'est pas seulement l'accueillir ou ce n'est pas seulement mettre en œuvre des pratiques qui permettent comme de compenser, disons, certains manques ou déficits ou lacunes ou retards. Hein, je fais exprès là, pour mettre tous les mots qu'on retrouverait chez les élèves. C'est vraiment de la prendre en compte aussi dans l'idée qu'elle peut venir enrichir les interactions dans la salle de classe ou plus largement dans l'école. Donc, quand on dit accueillir cette diversité, c'est comme si on restait comme un lieu fixe puis qu'on pouvait l'accueillir à l'intérieur, alors que si on dit prendre en compte, bien, c'est comme si notre lieu, bien, il devient moins fixe, hein? Et il va être appelé à changer en fonction de ce qu'on reconnaît comme étant cette diversité. Donc, plus concrètement, là, hein, parce que ta question m'amenait là, hein, plus concrètement, ce que ça veut dire, en plus de réfléchir au regard que l'on porte sur l'autre, je dirais que j'établis comme deux grandes finalités à cette prise en compte de la diversité dans une perspective inclusive. La première, c'est sûr, c'est de voir comment nos pratiques peuvent être équitables.
c'est-à-dire comment est-ce que nos pratiques peuvent, dans le fond, être différenciées, s'adapter, s'ajuster en fonction de nos élèves, hein, de ce qu'on voit chez nos élèves. Et l'autre aspect, c'est plutôt des pratiques que j'appelle des pratiques transformatives, où là, cette diversité-là, elle est prise en compte à l'intérieur de la classe pour changer le regard que nous et nos élèves portons sur cette diversité. Donc, faire une place à la diversité dans nos pratiques de classe, pas seulement pour nos élèves divers, mais pour l'ensemble de nos élèves, pour que ça devienne en fait des occasions de réfléchir à comment est-ce qu'on se développe, on apprend dans une société plurielle, avec différents points de vue, différentes expériences. Donc, j'essaie souvent, quand je travaille avec les milieux scolaires, d'avoir en tête ces deux finalités-là. Quand est-ce qu'on est en train de parler de pratiques équitables qui favorisent la participation de certains groupes, hein, de certains élèves et de certains groupes à l'espace scolaire, mais quand est-ce qu'aussi on est en train de mettre en œuvre des pratiques transformatoires où là, on est en train, en fait, de s'assurer qu'on ait moins besoin de pratiques équitables, hein, à moyen ou long terme. Quand je t'écoute, là, Corinna, je trouve ça super intéressant. Puis on dirait que quand tu nous parles de prise en compte de la diversité, j'ai l'impression que c'est un peu aussi une façon de créer une classe où c'est un espace de rencontre, c'est un espace d'échange, puis c'est un espace aussi sécuritaire pour être qui on est, puis pouvoir évoluer euh, jusqu'à notre plein potentiel en étant 100% qui on est, peu importe ce que ça veut dire être qui on est. C'est ça, hein, que tu nous dis dans la prise en compte de la diversité. Oui, oui, c'est ça, et de pouvoir, hein, que chacun, chacune puisse être qui il et elle veulent être, et d'avoir un espace pour négocier ça. Parce qu'on n'est jamais qui on est par rapport à ce que nous-mêmes on décide. On est toujours qui on est aussi par rapport à comment les autres nous reconnaissent comme tels. Donc, c'est cette négociation-là dans la mission de socialisation de l'école qu'on devrait aussi accorder une place à ça à l'intérieur de nos espaces scolaires. Avec mon collègue Luc Prudhomme, on parle souvent de prendre en compte la diversité en disant qu'il faut la reconnaître déjà. Hein, donc, ça, c'est notre regard sur. Il faut la valoriser. Donc, hein, on peut avoir un regard plus ou moins confortable. Donc, prendre conscience jusqu'à quel point est-ce qu'on la valorise, cette diversité. Prendre conscience de nos inconforts, des enjeux sociaux qui font débat. Et il faut aussi peut-être en tirer parti. Donc, en tirer parti dans notre enseignement, en tirer parti dans nos interactions avec les élèves, en tirer parti aussi dans nos interactions entre adultes, hein, parce que prendre en compte la diversité, c'est aussi la prendre en compte chez nos collègues qui peuvent avoir d'autres expériences, la prendre en compte chez les parents, hein, les familles de ces élèves-là, la prendre en compte avec les autres acteurs communautaires avec lesquels on travaille. Donc, ce n'est pas seulement une question d'enseignant-élève ici. Puis j'aurais envie de te demander pourquoi, Corinna, c'est aussi important de prendre en compte cette diversité-là? Pourquoi c'est nécessaire maintenant de faire ça? Bien, ça l'a probablement toujours été, là, mais ça, c'est ma position personnelle. Mais tu sais, les gens qui douteraient là, en nous écoutant, pourquoi c'est important de faire ça? Bien, en fait, c'est une grande question, hein? C'est vraiment une grande question qui nous ramène à quoi sert l'école? À quoi sert l'école? Quel est le projet de société qu'on mène avec cette école-là? Et on sait que l'école est là, hein? Il y a des sociologues qui l'ont déjà documenté. L'école a déjà servi à produire et reproduire des inégalités sociales qui existent, dans le fond, au-delà d'elle. Donc, on rentre à l'école avec un certain
capital, social, culturel, économique, et on sort de l'école avec le même, hein, comme si l'école, quand on dit que l'école reproduit les inégalités, c'est ça. Dans une perspective inclusive, quand on dit que l'école appartient à tout le monde, quand on dit que l'école doit être un espace de transformation sociale, mais c'est là où on remet un peu en question cette fonction de reproduction de l'école. Donc, pour répondre à ta question, pourquoi c'est important? Bien, parce que si on croit que l'école est un instrument de la société pour permettre, dans le fond, à tout le monde de participer de la façon dont ils le veulent et comme ils le peuvent, bien, l'école doit être consciente de ses risques de reproduire certaines inégalités. Donc, c'est ce que je dirais là, avec cette question qui est quand même, hein, et qui amènerait sûrement d'autres nuances, là, tu sais. Sûrement, oui. Là, tu sais que je trouve ça super intéressant, Corinna, puis j'aimerais, en tout cas, j'ai plein de questions à te poser, mais la prochaine, c'est pour peut-être aider les personnes qui se trouvent dans une position de cadre, les directions d'école, ceux qui travaillent aux commissions scolaires, conseils scolaires, qui doivent travailler avec peut-être des gens qui ne veulent pas nécessairement ou qui n'adhèrent pas à une philosophie inclusive. Tu parles de pratiques transformatives dans la salle de classe avec les élèves. Je trouve ça super intéressant. Mais quoi faire avec des enseignants et des enseignantes qui ne veulent pas nécessairement bouger vers cette progression? Oui. Alors, j'ai bien entendu ta question, là, Angela, même si ça a un peu coupé, mais en fait, c'est un grand défi. Tu sais. Dans le fond, comment faire pour avoir une vision commune, comment faire pour travailler, pour cheminer ensemble vers ce rôle qu'on donne de l'école. C'est sûr que ça prend d'abord des espaces, hein, des espaces où on en discute, des espaces où on le négocie, des espaces où on se sent à l'aise de faire ce qu'on fait aujourd'hui, hein, d'échanger sur des idées et que ce soit des espaces où on est sécuritaire, où on peut apprendre les uns des autres. Ça, c'est déjà quelque chose, j'invite les gestionnaires scolaires, tu sais, à mettre en place ces espaces de concertation qui sont malheureusement souvent trop peu présents dans l'espace scolaire parce qu'on est souvent dans l'urgence, hein, dans un mode plus réactif, disons, que dans un mode vraiment où on peut prendre le temps puis regarder un peu ce qu'on fait et si c'est en adéquation avec nos idées, nos valeurs, nos principes. L'autre chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que, dans le fond, le discours inclusif, en fait, moi, je suis des fois préoccupée par le fait que ça devient un discours politique, mais qui se traduit comme de façon très limitée dans l'action. Puis ça devient comme une espèce de rhétorique, hein? J'ai envie de dire comme du inclusive washing, on pourrait dire, là. Mais il existe certainement des termes pour parler de ça, où on va nommer l'inclusion dans nos principes, dans nos projets éducatifs, dans nos politiques, mais que ça se traduit difficilement ensuite dans les pratiques. Ce genre d'écart-là, ça contribue aussi au fait que certaines personnes peuvent dire après « Ouais, mais tu sais, pourquoi parler de ça alors que finalement, ça ne change pas grand-chose? » Donc, ce souci de cohérence, il me semble important pour pas justement alimenter le cynisme puis montrer qu'on peut réellement aller changer des pratiques de l'école. Avec l'avènement de nouvelles, je dirais, approches gestionnaires qui sont centrées sur la reddition de comptes, des approches gestionnaires qui sont centrées sur ce qu'on appelle, par exemple, au Québec, la gestion axée sur les résultats, l'accountability, le new management public. C'est sûr que c'est difficile dans les systèmes éducatifs, hein, qui se veulent
performant à ce niveau-là de parler de façon cohérente d'éducation inclusive. Je pense que les gestionnaires ont un travail à faire pour voir comment ces différents courants de pensée peuvent s'articuler là, puis converger. Est-ce que tu dirais, Corinna, qu'il y a comme une incohérence en ce moment dans notre façon de gérer l'éducation et dans le discours vers où on veut que l'éducation s'en aille? Bien, c'est sûr que moi, je peux parler pour le contexte québécois, qui est le contexte que je connais le mieux. Mais c'est clair que quand on jette un coup d'œil aux politiques éducatives québécoises, on voit ce changement dans les discours, mais on voit aussi certaines logiques qui ne sont pas de l'ordre de l'éducation inclusive se perpétuer aussi dans d'autres politiques. Donc, comment faire, en tant que chercheuse en éducation qui accompagne des milieux, je pense que c'est important de nommer ces contradictions-là dans les discours politiques parce que, en fait, on entend plusieurs voix qui peuvent potentiellement être contradictoires. Je donnerais, par exemple, l'exemple de l'approche catégorielle qui continue, dans le fond, à occuper une place importante dans la façon de financer puis organiser les services aux élèves handicapés en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, qu'on appelle au Québec, là. Puis ça se produit en même temps qu'on a une politique sur la réussite éducative qui, elle, parle de diversité de besoins. Donc, comment on peut à la fois être dans un processus d'identification des élèves, d'attribution de codes de difficulté spécifiques établis par des critères diagnostiques très clairs, puis en même temps, avoir un discours centré sur la diversité des besoins, où là, la diversité devient fluide, mouvante et interroge aussi la capacité des acteurs scolaires à mettre en place des pratiques pour soutenir la participation de tous. Donc, c'est juste un exemple, il y en a d'autres, mais c'est un exemple que je donnerais pour montrer là, que souvent, le discours politique lui-même sur la question n'est pas cohérent. Puis si je veux apporter ça de l'autre côté maintenant, parce que je vois que le temps file, parce que toi, tu as dit au début que tu te promènes dans certaines classes, certains milieux et que tu vois qu'est-ce qui se passe. J'aimerais que tu nous parles un petit peu des bons coups, des pratiques positives que tu vois, que tu dis, waouh, on commence à faire du progrès. J'aimerais ça que tu nous en nommes peut-être une ou deux. Oui, bien, il y a une pratique que j'utilise souvent à laquelle j'ai participé là, pour qu'elle soit documentée. C'est un projet qui s'appelle Sors tes langues. C'est une initiative qui est disponible là, sur YouTube. Là, je pourrais vous partager le lien aussi. Ou dans une école préscolaire, en contexte là, plurilingue et pluriethnique et aussi défavorisé, il faut le dire. Les orthophonistes scolaires se sont mobilisés pour développer, dans le fond, des ateliers parents-enfants à l'intérieur de l'école. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette initiative-là, mais pour moi, cette initiative-là, elle montre vraiment comment est-ce que ces professionnels orthophonistes sortent, dans le fond, de leur rôle clinique traditionnel pour contribuer différemment, dans le fond, au développement des apprenants, hein, des enfants du préscolaire, en établissant des liens avec la communauté, en établissant, dans le fond, une perspective de développement global et en valorisant, en tirant parti, comme j'ai dit tout à l'heure, des expériences et des langues de ces enfants-là, hein, des langues familiales de ces enfants-là. Donc, on voit dans la capsule des parents qui vont à l'école, dans les murs de l'école,
discuter entre eux dans leur langue, jouer avec leurs enfants et d'autres enfants dans leur langue. Et il me semble qu'il y a là quelque chose de vraiment porteur sur comment est-ce que ces professionnels peuvent là, agir dans une perspective inclusive. Tout ça, ça s'inscrit aussi dans tout un débat qui a eu lieu sur le dépistage précoce des difficultés là, en début de scolarisation. Et dans la capsule, on voit que ces professionnels-là, elles ne voient pas leur rôle comme celui de dépister des difficultés chez les élèves, mais vraiment de mettre en place des conditions pour que ces enfants-là puissent se développer et soutenir ce développement global avant de porter un regard, dans le fond, qui serait plus déficitaire là, sur leurs compétences. Comme Angela le disait, le temps file. J'aurais peut-être une dernière question pour toi, Corinna. Si tu avais un conseil à donner à une école, que ce soit une division, pas une division, mais une direction d'école ou un enseignant, pour mieux prendre en compte la diversité dans sa salle de classe, ce serait quoi ton conseil? Ouh là, hein? Ça, c'est toute une question. Hein? Un seul conseil. Je dirais, puis tu sais, moi, j'aime pas beaucoup donner des conseils, hein, parce que ça me place dans une posture où c'est comme si moi, je le faisais, mais c'est sûr que ce que je vais nommer, là, c'est un défi pour tout le monde, là, hein? Donc, je dirais être à l'écoute des enfants, être à l'écoute de leur famille, être à l'écoute de ses collègues, des organismes communautaires qui sont autour. Parce qu'en fait, quand on est à l'écoute, c'est qu'on entend d'autres perspectives que la nôtre. Donc, on peut ensuite avoir vraiment ce terreau, hein, ce matériel pour réfléchir à ce qu'on met en place. Et là, on revient sur le fait que le regard qu'on porte sur cette diversité, bien, c'est comme le fondement même ensuite de notre action. Donc, si on est à l'écoute, on peut ensuite tirer des ficelles pour réfléchir, avoir un regard réflexif sur notre propre pratique, ce qui me semble être là, vraiment fondamental. Mais être à l'écoute, c'est pas facile, hein? Ça veut dire que les hypothèses qu'on émet là, de façon tout à fait intuitive, bien, il faut toujours les penser comme des hypothèses qui sont à confirmer. Hein? Puis que ce qu'on voit de la réalité, bien, c'est peut-être pas du tout ça, en fait, qu'il y en est. Donc, j'utilise souvent l'image du 6 et du 9, là, entre deux personnes. Vous avez peut-être déjà vu ça. Une personne dit, ben c'est un 6, et l'autre personne va dire, ben non, c'est un 9. Mais les deux voient un 6 et un 9. Hein? L'idée, pour pouvoir voir la perspective de l'autre, ben, il faut prendre le temps d'être à l'écoute, de se bouger, hein? De se mettre dans la perspective de l'autre pour pouvoir voir ça. Et tout ça, c'est pas juste une question d'interaction entre individus. C'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, dans une société, être à l'écoute, c'est aussi de se rendre compte qu'il y a dans notre société des groupes qui sont plus valorisés que d'autres, des langues qui sont plus valorisées que d'autres, des corps qui sont plus valorisés que d'autres. Et ça aussi, c'est être à l'écoute, hein, d'être conscient qu'il y a des processus sociaux qui viennent aussi orienter notre façon de voir le monde. Donc, c'est être à l'écoute aussi pour moi. Angela, as-tu un petit mot de la fin? Ah, c'est excellent. J'ai beaucoup aimé l'entrevue, Corinna. Tu parles beaucoup de réflexion et je suis d'accord pour dire que pour apporter un changement, hein, c'est important de s'arrêter à un moment donné, de réfléchir, de discuter ensemble, de s'écouter, puis d'essayer de cheminer ensemble. Donc, projet vers l'inclusion, c'est aussi un projet de collaboration, travailler ensemble. Puis, je te remercie d'avoir été avec nous autres parce que
ben c'est ça, ça apporte un petit peu à ce processus de collaboration-là. Qu'est-ce que tu nous as partagé, ça va nous aider à avancer vers ce projet d'inclusion. Merci. Merci énormément, Corinna, de ton temps. Ça a été excessivement intéressant. Et j'espère que nos auditeurs vont pouvoir être à l'écoute de cette entrevue-là et ensuite être à l'écoute de ce que cette entrevue va avoir, comment ça va avoir résonné finalement pour eux. Alors, merci d'avoir été avec nous et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Parlons d'inclusion. Merci. Merci. Merci tout le monde.